Alors, nous venons de voir notre échelle, l'infiniment grand. Passons maintenant certainement à la partie la plus importante, car encore aujourd'hui, elle constitue le saint graal de la physique. Passons à l'infiniment petit de l'atome. L'infiniment petit de l'atome. Alors là, c'est le domaine d'une autre mécanique, non plus la mécanique classique, non plus la mécanique relativiste, on l'appelle la mécanique quantique. Et tout comme je vous ai parlé de grands scientifiques, comme M. Poiseuille, et bien sûr M. Albert Einstein pour la mécanique relativiste, pour la mécanique quantique, pour moi, la personne qui a inventé la théorie des quantas, c'est bien sûr Max Planck, donc Planck. Comment passer de ce qu'a fait Max Planck avec sa fameuse théorie des quantas à ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire des équations d'un liquide en écoulement? Alors on va prendre son équation à Max Planck. Son équation, elle s'écrit très simplement, E égale. Donc E, c'est une énergie. L'unité, ce sont des joules. Comme tout à l'heure, on avait des pascals, ce sont des joules. Est égale à une constante qu'on appelle la constante de Planck, qui est dite universelle. Elle fait partie de ces constantes fondatrices de la physique, un peu comme si la nature avait en elle des constantes comme ça, fort, incontournables, et qui la structurent. Je n'y crois pas trop, mais vous allez voir. Une constante qui s'appelle la constante de Planck fois ce qu'on peut appeler une fréquence, dont l'unité est des secondes moins 1. Cette fréquence, on peut l'écrire, et elle s'écrit d'ailleurs, c'est le rapport de la vitesse de la lumière, C, à la longueur d'onde de la particule quantique. Quand on a écrit ça, pas facile au premier abord de faire le lien avec ce que nous avions fait précédemment. Et c'est là que c'est l'imagination, c'est le travail du physicien de réfléchir et de se dire comment peut-on revenir à ce que nous avions avant, et ainsi peut-être trouver ce fameux lien entre la mécanique quantique et les autres parties de la physique. Et là, je vous le donne en mille, et je vais d'ailleurs venir sur un exemple très concret de votre quotidien. On divise par un volume. Et comme on veut maintenir l'égalité, on est obligé de diviser par un volume les deux membres de l'égalité. Et là, une énergie dans un volume, c'est votre cocotte minute. La cocotte minute qui bout, on met de l'énergie dedans, elle a un volume fini. Qu'est-ce que ça donne? Une pression dans la cocotte minute. Et une énergie par un volume, en thermodynamique statistique, ça s'appelle une pression. Et oui, on retrouve le taux dans l'unité de pression et les pascals que nous avions précédemment. De l'autre côté, on a bien une fréquence, mais oui, une fréquence, c'est faire un cisaillement. Et oui, F, c'est bien un cisaillement, c'est notre fameux gamma point de notre tuyau d'arrosage, c'est aussi le gamma point de la relativité générale d'Einstein. Restez maintenant, et le calcul est simple, mais encore fallait-il y penser, le rapport de la constante de Planck à un volume. Si vous analysez, vous allez trouver que c'est une viscosité et qu'elle se trouve bien sûr être en pascal fois des secondes comme précédemment. Au miracle de cette belle équation des quantas de Max Planck, vous retombez à l'équation d'état d'écoulement d'un liquide, celui de votre tuyau et celui du liquide espace-temps d'Albert Einstein. L'infiniment petit est relié par ce liquide à l'infiniment grand, et ça passe par nous, ça passe par vous, ça passe par votre quotidien. C'est ça, le fondamental finalement de la physique. Alors, maintenant, j'ai pu poursuivre les calculs, je me suis amusé à évaluer, et d'ailleurs avec des physiciens étrangers qui avaient trouvé par des mesures des valeurs. La valeur de cette viscosité-là, sachez qu'elle est de l'ordre de 10 puissance 9 pascal seconde. 10 puissance 9, ça fait 1 milliard. Donc c'est une viscosité extrêmement élevée. L'eau, c'est 10 puissance moins 3 pascal seconde. Vous voyez l'écart, il y a un facteur gigantesque, il y a un facteur de 1000 milliards entre les deux. Et ça, c'est la viscosité des bitumes, à peu près. Donc oui, nous vivons dans un liquide très visqueux, très pâteux, qui est en écoulement dans l'univers. Et oui, nous venons de faire le lien entre les trois mécaniques, la mécanique quantique, la mécanique relativiste et la mécanique générale. Et alors, maintenant, la conséquence majeure de tout cela, c'est quoi? Si vous prenez l'atome d'hydrogène, le plus abondant dans l'univers et aussi le plus simple, il est fait, ah oui, je suis obligé de grossir les échelles, car tout est très petit, les protons, les électrons, donc je grossis, je change les échelles. En changeant les échelles, on a le proton qui serait une bille
d'1 mètre de diamètre. L'électron serait une bille d'environ 3 fois ce diamètre, donc 3 mètres de diamètre, ça c'est l'électron. Entre les deux, et jusqu'à présent, avant cette théorie unifiée, il y avait 53 km de vide. C'est-à-dire 53 km de rien. Et bien, avec cette théorie, nous avons rempli le vide. Désormais, entre le proton et l'électron, il y a un liquide en écoulement, un liquide très visqueux, et la mécanique de l'électron se rapporte ainsi à celle de l'univers. Nous avons trouvé le lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Alors maintenant, vous imaginez bien que c'est une vision nouvelle du monde dans lequel nous vivons, et il était essentiel pour moi d'essayer d'évaluer quelles sont les conséquences dans différents domaines des sciences de cette approche et de cette découverte. Qu'allons-nous pouvoir en déduire à la fois, alors je suis physicien mais je suis aussi biologiste, en termes de physique du monde, mais aussi, et c'est là que je m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui à l'interaction entre cette physique et la biologie, pour le fonctionnement des êtres humains, le fonctionnement de nos sociétés. C'est ce que je vous invite à découvrir maintenant.